Dans l'épisode précédent, je vous parlais de Charles, qui avait poignardé mortellement l'amant de sa compagne, Paulina, et à qui il aurait dit, juste après le meurtre, « C'est un crime passionnel, ça se défend très bien au tribunal ». L'affaire a été largement chroniquée récemment dans de nombreux journaux. Le jour où est sorti mon premier article sur ce procès, quelqu'un m'a demandé pourquoi les journalistes s'étaient tant entichés de cette affaire. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier ? Honnêtement, le choix du procès dépend du journaliste. Un jour, je vous raconterai peut-être comment je choisis les miens, mais en attendant, voici pourquoi je souhaitais suivre le procès de Charles, accusé de meurtre. Charles était avocat. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Saison 2. Comment un avocat allait-il être jugé une fois dans le box des accusés ? Et comment allait-il se défendre ? Un de mes trucs préférés, c'est de voir des avocats s'écharper à l'audience, l'un côté partie civile, l'autre côté accusé, hurler, brandir des pages du dossier le bras en l'air, et qui, une fois la robe noire enlevée, vont boire des coups ensemble, au café en face du palais de justice. J'y vois une certaine beauté. La violence dont ils font preuve dans la salle d'audience n'est pas personnelle. Au contraire, elle est professionnelle. Ce n'est pas pour rien que certains avocats utilisent le « nous » quand ils s'adressent à la cour. Comme s'ils faisaient corps avec leurs clients. Est-ce que les avocats des parties civiles seraient complaisants envers Charles au procès ? Il existe des avocats brillants. Je sais que le public imagine souvent que la qualité d'un avocat se mesure à sa plaidoirie, mais je suis plus sceptique sur ce point. La plupart du temps, les plaidoiries m'ennuient. Et puis, au moment de la plaidoirie, les dés sont déjà jetés. Les jurés ont déjà forgé leur opinion. J'ai vu des avocats qui ne brillaient pas particulièrement par leur éloquence durant une semaine et qui, le jour J, livraient aux jurés une plaidoirie remarquable. L'inverse est moins vrai, mais ça arrive. Ce qui distingue un avocat brillant des autres, c'est la finesse de ses remarques. Ces questions qui font mouche et qui parviennent à donner un autre point de vue. Charles était-il un avocat brillant ? Car il existe bien des mauvais avocats. Je ne parle pas de ceux qui bafouillent, cela arrive aux meilleurs d'entre nous, ni des maîtres de la mauvaise foi, il en faut parfois, ni de ceux qui patinent. Certains n'ont pas des clients faciles. Non, le mauvais avocat, c'est l'avocat vulgaire. Ses propos sont à côté de la plaque. Ses mensonges éhontés, ses réflexions bas du front. Il prend la parole pour ne rien dire, il assène des choses comme « On a cherché un coupable ». Mais quand même, il existe rarement des avocats meurtriers. Charles est avocat en droit public. Il y a ce lieu commun à propos des publicistes. Les privatistes font du droit privé, les publicistes du droit public. Cette idée reçue que les publicistes sont psychorigides. Charles se définit lui-même ainsi. Il dit « C'est vrai que je suis un peu psychorigide ». Il expliquera qu'il a très peu fait de droit pénal dans sa carrière, qu'il a préféré laisser ça à son père, ancien juge d'instruction. Quand il arrive, tout de suite on comprend qu'il fait partie de la maison. Il ne dit pas « Je suis enfermé depuis le 8 janvier 2017, mais je crois que mon mandat de dépôt date du 8 janvier 2017. » Les seuls à parler ainsi sont soit des criminels multirécidivistes, habitués au système carcéral, soit des membres de l'institution judiciaire. Dans le box vitré, Charles prend constamment des notes dans un grand cahier. Ce n'est pas pour les montrer à son avocat, maître Génie Santoni. C'est pour lui permettre de rebondir lui-même après, parfois même pendant, la déposition d'un témoin. À chaque fois, il se tourne vers ses notes et commence. Bon, déjà, premier point. Enfin là, pour être honnête, j'apprécie que l'on interroge un accusé tout de suite après une déposition pour avoir son retour et lui permettre réellement de se défendre. Mais il y a quelque chose de plus surprenant. Au bout du 2e jour, le président demande à Charles s'il a des questions. Cela n'arrive jamais. L'accusé ne pose pas de questions.
En soi, ce n'est pas une entorse au code de procédure pénale. Chaque président ou présidente est libre de faire ce qu'il veut dans sa salle d'audience, de conduire les débats comme il ou elle veut. Et c'est tant mieux. C'est juste que d'ordinaire, quand un accusé pose une question, il est immédiatement rappelé à l'ordre. On lui dit « Ce n'est pas vous qui posez les questions ici ». Charles, lui, a parfois toute une liste de questions. Les témoins et les experts entament alors une discussion avec l'accusé, s'adressant directement à lui quand ils répondent, sous le regard de la cour. Et Charles, le meurtrier, parle, tant et si bien qu'un soir, ça m'a frappé, au moment de se rasseoir, il dit « Je n'ai plus de questions », exactement comme le ferait un avocat pénaliste. Au final, Charles a été condamné à 18 ans de prison ferme pour le meurtre de François. Peut-être était-il meilleur publiciste que pénaliste. Peut-être que se défendre soi-même est une tâche infiniment compliquée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un crime passionnel, ça ne se défend pas si bien que ça au tribunal. Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'application gratuite pour mobile. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Tous les épisodes sont disponibles à l'écoute ou en téléchargement.